Il a fait des podcasts, il a fait des vidéos, il a fait des articles de blog à ne pas savoir quoi en faire. C'est quoi les plus grosses différences entre faire du conseil, du consulting pour des clients et avoir son site? Et tu peux aller aussi dans l'UX, dans les statistiques, dans la data science, ce que tu veux, le dev, machin. Mais Pourquoi lancer un site plutôt qu'une chaîne YouTube, par exemple? avoir un bon sens sur la page, avoir un bon fil de pensée, une bonne ligne éditoriale, en quelque sorte, un fil rouge. Salut Thomas, bonjour à tous. On est là ensemble pour une nouvelle interview pour SEO Augmenté. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Thomas Cubel. Je te propose que plutôt que de te présenter, je te laisse nous raconter qui tu es, d'où tu viens, et puis je vous reprends juste après. Salut Amaury, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Thomas Cubel, je suis consultant, formateur depuis plus de 10 ans dans le domaine du SEO. Mon travail au quotidien, c'est donc du coup d'accompagner toutes les structures qui ont un besoin de visibilité sur Internet et plus précisément sur les moteurs de recherche. Je fais aussi pas mal de content marketing, donc je suis aussi formateur dans ce domaine-là, donc tout ce qui est création vidéo, création d'applications interactives ou de contenus divers et variés pour essayer de fédérer une communauté, c'est mon dada. Et à côté de ça, j'ai deux autres activités. Une avec mon associé Mathieu Blanco. On est hébergeur et on propose des services d'optimisation centrés vraiment sur l'humain, en essayant de comprendre leurs besoins, leurs problématiques, en proposant les bonnes solutions. Et je suis également, mais c'est un peu lié au SEO, éditeur d'un site de moto qui va pas tarder à sortir de terre et du coup qui va traiter de l'actualité et de tout ce qu'on veut savoir sur la moto globalement. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Et comment tu t'es lancé dans le SEO pour faire un petit retour aux sources? C'est un petit peu par hasard en fait, et ça s'est fait en 2 temps, c'est ça le pire. En fait, en 2004, je découvre internet. J'ai, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça, je suis vraiment au début de mon adolescence et je commence à naviguer, je commence à essayer de comprendre comment les sites web, fonctionnent, je me fais des trucs avec, EasySpot, Enview, Dreamweaver et cetera. Et vient le référencement parce que c'est à l'époque en fait une manière de faire du trafic, mais qui est plus du bidouillage en fait. C'est un truc qu'on doit mettre dans des espèces de balises, c'est un peu obscur, tu sais pas trop ce qu'on doit faire. Donc bon, je le fais, et, je vois bien ce que ça donne. Et puis bon bah ça donne hein, forcément, puisqu'à l'époque, si tu fais des choses voilà qui te plaisent et puis que tu t'éclates, ça marche bien. Et bah j'ai arrêté entre 2007 à peu près et 2010 à faire des sites. J'étais plutôt en mode gamer, à faire des choses dans le jeu vidéo, monter des équipes de jeu, faire du serveur de jeu, des choses comme ça. Et je suis tombé du coup sur quelqu'un qui gérait un des plus gros sites web de France sur Minecraft, donc 2010-2011, vraiment l'explosion de Minecraft pour le coup. Et le mec commence à montrer un peu comment fonctionne WordPress. À l'époque, c'est assez nouveau. Et je kiffe bien le truc. Et je commence à retomber sur le référencement et là, je me rends compte que c'est un métier. Et donc, je commence à lire le premier bouquin, le deuxième bouquin, le troisième bouquin de SEO que je trouve sur Amazon ou je sais pas quoi à l'époque. Et puis, je continue. Et en fait, pendant 2 ans et demi, je ne fais que du référencement quasiment. Mais je me forme, je fais pas c'est pas un métier pour moi et tout. Je suis bénévole, je suis comme ça en train d'aider un pote en gros. Et un jour, il y a un gars qui me dit, pourquoi tu te lances pas là-dedans? T'as l'air doué, t'as l'air d'avoir des résultats. Mets-toi en auto-entrepreneur et fais ton truc. Et puis, bah, je suis devenu consultant et depuis, j'ai pas arrêté. Voilà. Trop bien. Histoire. Et du coup, c'est un peu le hasard qui t'a mis là-dedans. Et quand tu as vu enfin, c'était parce que tu voulais avoir du trafic. Pourquoi SEO plutôt que d'autres méthodes, SEA ou La bonne n'importe. question. À l'époque, forcément, j'avais pas trop d'argent, donc je pense que la pub et tout, c'était mort. J'étais aussi un petit peu guidé, mine de rien, par le gros projet sur Minecraft, hein, qui, pour le coup, était un projet aussi bénévole. C'était pas une activité professionnelle, même si ça l'est devenu après, je crois, pour la personne. Mais non, référencement, on faisait des réseaux sociaux, on faisait du YouTube et tout. À l'époque, c'était les débuts même des Squeezie et compagnie. Moi, je traînais avec d'autres groupes, mais c'est vrai que ce sont des lieux qu'on a aussi arpentés, mine de rien. Donc, tu as raison de le préciser, il n'y avait pas que le SEO. Mais quand même, passion et Oui, le SEO était quand même présent et non, c'est un truc qui me plaît parce que c'est très holistique, moi je trouve le SEO en fait. T'as plein de casquettes et moi j'aime bien, tu vois, avoir la vue d'ensemble, essayer de toucher un peu à tout. J'aime pas m'ennuyer, tu sais, toujours dans le même domaine, à faire toujours la même chose. Donc c'est vrai que tu peux toujours soit aller, tu vois, dans la technique, soit aller dans le contenu, le netlinking, si je prends les 3 piliers de base, mais tu peux aller aussi dans l'UX, dans les statistiques, dans la data science, ce que tu veux, le dev, machin. Et tu peux le pousser un peu comme tu veux, la spécialisation. Même aujourd'hui, je trouve qu'il y a même des métiers SEO qui sont ultra spécialisés, en fait. On vient chercher des gens pour une spécificité. La performance de la vitesse, tu vois, par exemple. Et c'est un sujet que j'aime bien, justement, l'aspect holistique du SEO. Est-ce que tu dirais que cet aspect holistique a toujours été au même niveau? Enfin, est-ce que ça a toujours été holistique? Ou est-ce qu'avant, ça l'était plus? Ou est-ce que maintenant, ça l'est plus? Pour moi, il est holistique intrinsèquement, mais tout le monde n'a pas cette vision-là.
Je trouve que on se focalise encore trop, tu vois, sur les critères, sur on va remplir telle case et telle case et telle case, et puis ça va faire un résultat. Et on ne pense pas toujours les choses dans la globalité. Après, est-ce que ça a été holistique tout le temps? Ah, je pense quand même un petit peu. Après, peut-être pas de la même manière. Je pense qu'on devait faire à la base, tu vois, de l'exploration, de l'indexation, faire du contenu en mode industriel, faire des link wheels et tout ce que tu veux. Et puis voilà. Mais c'était, on va dire, plus mécanique. C'est peut-être pas le côté holistique, tu vois. C'est holistique, mais derrière, c'est mécanique versus est-ce que tu vas beaucoup plus loin pour faire ton travail d'éditeur de site? Pour remplir des cases, je pense que ça doit être assez rassurant de te dire, OK, je suis guidé, j'ai une to-do list et je fais mes choses machinalement et c'est censé arriver au bon résultat. Alors qu'effectivement, prendre du recul, avoir une vision stratégique, c'est beaucoup plus compliqué, un peu plus effrayant, un peu plus page blanche. Et sur l'holistique, j'ai quand même l'impression que c'était avant que j'arrive dans le SEO, mais les vieux du domaine nous font goûter de « Ah bah j'ai envoyé plein de liens avec une encre exacte et je suis passé premier, tu vois ». Et Oui, mais en fait, c'était comme ça à l'époque. Même moi, ouais, en fait, en 2004, tu vois, les balises keyword, les trucs comme ça, bah, ça marchait, même si tu mettais pas dans le même domaine, la même thématique, tu vois. Et tu te ouais. disais, mais tu arrives à avoir des choses. Moi, j'avais fait plein de backlinks, tu vois, même sur des annuaires, mais crade au possible. Moi, la notion de qualité, tu as 12 ans, rien à faire, totalement insouciant. J'y vais, et puis bah, ça marche, en fait. Hein. Tu as ton site, là, tu sais pas pourquoi, tu écris de la merde sur ton site, tu as plein de trafic, tu sais. Donc, j'ai même des potes qui avaient fait des sites à côté. Ils avaient pris la carte d'identité de leurs parents pour s'inscrire sur des régies publicitaires. À l'époque, ça s'ouvrait, ça fermait tout le temps. Et ça gagnait des centaines d'euros. On ne parle pas d'une activité professionnelle, mais quand tu as 12-13 ans, que tes parents ils te donnent, je sais pas moi, 30 euros et que tu arrives à 300 euros avec un site, bon, bah, tu les prends. Hein. C'est sûr. Et c'est sûrement les petits revenus, mais qui font un déclic absolu, enfin, dans ta mentalité. Moi, je vois les premiers, enfin, les euros sur Internet qui m'ont le plus marqué, c'est pas forcément les premiers chiffres significatifs. C'est en fait, tu as 10 balles qui arrivent. Tu sais pas pourquoi, ça fait 3 mois que t'as pas touché au site, et là, tu as une notif, j'ai gagné 10 euros la première fois que c'était pendant que tu dormais. Assez motivant, et quand même, ça change façon de voir le monde, quoi. Oui, et puis à l'époque, il faut bien recontextualiser, c'est compliqué de mettre des cartes bancaires sur Internet. Les gens, ils ont peur, ils veulent pas la mettre. Et on se demande si on va pas voler la carte bleue. Tu vois, je donne des numéros à quelqu'un. C'est un site. Moi, j'étais friand des trucs genre Allopass, tu vois, à l'époque. Allopass, PayPal et compagnie, c'était ce genre de choses. Et pour vendre des objets, aujourd'hui, on pourrait parler de Vinted et compagnie. Moi, j'ai connu Price Minister, tu vois. J'allais sur Price Minister sur eBay pour vendre des trucs. Et c'est pas du tout le même, les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. C'est pas le même fonctionnement. C'est une terre, finalement, on était peut-être un peu plus insouciants, mais il y a peut-être un peu plus de, comment dire, c'était plus des contracts aussi, tu vois. Moi, aujourd'hui, j'ai un truc, tu vois, pour protéger les mots de passe, ça s'appelle un portefeuille de mots de passe. Là. Ouais, un Mais gestionnaire. putain, ça me fait chier. Au final, je veux dire, tu vois, à l'époque, tu avais tout le truc, tu rentrais dans le machin, t'avais pas la tout F1 qui te faisait chier, mon code sur Internet. Et Allez, c'est encore, bon. ton gestionnaire de mot de passe n'exclut pas le 2FA, la vérification biométrique que tu peux avoir à certains endroits. Enfin bref, effectivement. Exactement. La valeur sur Internet, en fait, elle est tellement augmentée que bah, il faut aussi avoir une sécurité qui évolue. Maintenant, mettre son numéro de CB, enfin, limite, moi, je l'enregistre parce que c'est vachement plus facile, quoi. Oui, totalement. Mais c'est vrai que les mentalités ont changé de ce côté-là. Et c'est vrai que quand tu fais des sites à l'époque, tu te prends aussi moins la tête, je pense. Et même si on a dû, à des moments, je pense, augmenter un petit peu la sécurité, augmenter la manière dont les choses étaient faites, les paniers, les processus de vérification, tout ça. Paf, c'est quand même, tu vois, une nostalgie, je trouve, d'avoir ça en tête et de se dire, à une époque, j'avais ce truc-là. Mais il y a même des principes, tu vois, à l'époque, je trouve, qui reviennent encore aujourd'hui. Tu vois, pour les intentions de recherche, peut-être qu'on va en parler plus tard. Hein. Je trouve que le fait d'avoir eu des systèmes comme WordPress ou des systèmes automatisés qui génèrent des dizaines ou des centaines de pages comme ça en un clic, je pense que c'est un peu une connerie au final. Parce qu'on a tendance à penser les choses, hop, j'ai 100 requêtes, je vais faire 100 pages, allez hop, elles sont générées, je vais mettre mes contenus. Alors qu'avant, tu vois, on avait le bon sens de se dire, ah, putain, je vais devoir coder ma page HTML. Alors attends, la page, je la fais comment? Prenons un bout de papier, on va la concevoir, etc. Puis ensuite, on va la coder. Et tous ces trucs-là, même si on faisait des includes en PHP, tout ce que tu veux, ben, je pense qu'on l'a un petit peu perdu et on y revient hein, parce qu'on est face à des contraintes, en fait, plus modernes et ouais, je trouve ça intéressant. C'est marrant. On revient sur Ouais, des basiques. complètement. Et puis tu vois, même sur enfin, pour revenir sur la difficulté à mettre ta CB, en fait, Ouais. in fine, à l'époque, c'était atypique et il fallait créer de la confiance. Mais c'est exactement psychologiquement le même biais maintenant. Si tu as un e-commerce qui n'inspire pas confiance, bah, les mecs voudront pas mettre leur CB. C'est plus dans les Mm. mœurs, mais in fine, je trouve que c'est une super belle école, ou en tout cas, c'est important d'avoir en tête que les usages ont changé,
Mais in fine, psychologiquement, cognitivement, on est toujours assez similaires. Et la preuve sociale, de la réassurance, de assurer que c'est sécurisé et que c'est là vraiment, en fait, juste, c'est créer de la confiance en ligne. Il n'y avait pas les mêmes enjeux à l'époque, mais c'est toujours aussi important. Oui, tout à fait. Et Totalement d'accord avec toi. et sur, tu vois, l'intention de recherche, effectivement, c'était, enfin, à l'époque, je pense que tu faisais référence à du spinning, à du contenu un petit peu sauvage. Maintenant, on a la même chose, mais avec l'IA. En Oui. fait, je pense que le sujet, c'est est-ce que l'outil justifie que tu arrêtes de réfléchir? Moi, c'est pas forcément l'approche que j'aime particulièrement. Je pense qu'un outil, il va t'augmenter. Après, il y a des trucs qui marchent, hein. Enfin, j'ai testé d'envoyer des sites générés en IA en masse et tout. Enfin, ça peut faire du trafic des fois, ça peut tomber aussi très vite. Mais tu vois, c'est un peu deux écoles. C'est est-ce que je veux faire du volume sans réfléchir? Et ça, manifestement, ça peut fonctionner pour certains, mais ça me correspond pas trop. Et c'est pour ça que, tu vois, le nom de la chaîne, c'est SEO augmenté. Parce que c'est vraiment fondamentalement ce en quoi je crois. Avoir les bons outils, ça te rend beaucoup plus efficace. Et en fait, ça peut aider dans ta réflexion pour faire des trucs de qualité qui sont pertinents, efficaces et durables. Oui, totalement. Oui, tout à fait. Toi, du coup, sur l'intention, tu voulais en parler un petit peu plus. Pour toi, comment on fait pour bien identifier, enfin, tu vois, bien répondre à l'intention? Qu'est-ce qui est important pour toi à ce sujet-là? L'intention de recherche, je pense qu'on l'a un petit peu mal expliqué, ou du moins on a fait un raccourci qui est pas forcément très très bon en fait sur le long terme. On a eu tendance à dire l'intention de recherche, c'est ce que je vois sur la SERP. Au début, on nous disait ça il y a 10 ans, tu vois. Donc, est-ce que c'est informationnel? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que c'est transactionnel, navigationnel, machin? C'est un début de réponse. On va pas nier ça. Mais par contre, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce que la personne a dans la tête? Qu'est-ce qu'elle recherche? Je pense qu'il y a des éléments qu'elle ne recherche pas vraiment dans son imaginaire, etc. Il y a des choses qu'elle va subir. Je parle par exemple de la vitesse, le fait qu'un site soit responsive, le fait qu'il n'y ait pas besoin de scroller pour trouver une information, utiliser quelque chose sur un site. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas dans l'imaginaire de la personne quand elle fait sa recherche, mais qui, si elle est confrontée au site et qu'il y a des problèmes sur ces choses-là, la vitesse, le scroll, etc., ça peut poser problème au niveau SEO et au niveau de l'intention de je vais trouver vite ma réponse, ça va être facile, etc. Et après, tu as des choses dans l'intention de recherche qui sont dans l'imaginaire de la personne. Je cherche peut-être un prix, je cherche peut-être une disposition particulière. Tu vois, quand tu veux, on va parler de moto un peu, un carburateur. Comment régler un carburateur? Mais si tu sais pas ce que c'est un carburateur, si tu sais pas comment ça fonctionne un carburateur, pourquoi tu veux me présenter au tout début de ta page comment régler un carburateur? Alors que moi, avant, je veux déjà que tu me réexpliques le fonctionnement et qu'ensuite on passe au réglage. Avoir un bon sens sur la page, avoir un bon fil de pensée, une bonne ligne éditoriale, en quelque sorte, un fil rouge, c'est important. Et donc l'intention de recherche, c'est déjà toutes ces choses-là qui sont très comportementales, mais c'est aussi, derrière, est-ce que tu es pertinent avec ton contenu? Est-ce que tu utilises les bons termes? Est-ce que tu utilises la bonne approche? Est-ce que tu vas proposer une application lorsqu'on va te demander un simulateur plutôt qu'un cours de maths qui va t'expliquer comment faire un crédit immobilier, un calcul de rentabilité ou je sais pas quoi? Tu vois, c'est vraiment l'intention en termes de format, en termes de comportement, en termes de disposition, de type de bloc, toutes ces choses. Et quand on est sur Google, je pense qu'il faut regarder la SERP et s'adapter à ce qu'on voit sur la SERP. Mais il faut aussi rentrer dans les sites et essayer de voir, merde, je pensais que ce truc-là, c'était ce qu'il fallait que je fasse, mais en fait, non. Les autres, ils font tout ça en moyenne et on voit que sur la SERP, la majorité propose une expérience comme ça, quoi, X ou Y. Et tu vois, l'intention, c'est très, très complexe en vérité. Et on n'a pas les outils, tous les KPI pour pouvoir mesurer si on est dans les clous ou pas. Il y a un travail d'observation et de connaissance du persona. Ouais. Pour prendre l'exemple du carburateur de moto, qui est un sujet que je ne maîtrise pas particulièrement, mais que tu maîtrises beaucoup mieux que moi, tu disais, ok, mais si tu sais pas ce que c'est, il faut que je te l'explique d'abord. Mais est-ce que du coup, enfin moi, j'irai jamais faire une recherche de régler un carburateur parce que je ne sais pas ce que c'est. Oui. Est-ce que du coup, comment tu décides si cette requête s'adresse à des débutants ou si elle s'adresse à des mécaniciens en herbe qui savent déjà ce que c'est et qui veulent le régler? Moi, je me base toujours sur la requête pour que ça soit le plus simple possible en SEO. Donc, je tape la requête en navigation privée, je regarde la SERP et je regarde les concurrents. Et je regarde du coup le ton, les mots qui sont utilisés, s'il y a du jargon technique, si c'est plutôt des manuels de mécaniciens ou si c'est plutôt un truc hyper simple, tu sais, le truc basique, le petit bidouillage pour que ta moto elle tente bien et puis tu fasses ta wheeling ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect requête par requête. Et après, il y a dans ta stratégie au global, tu disais que c'est pas trop le carburateur, la moto. Tu vas te poser forcément une première question qui est qu'est-ce qu'un carburateur ou ma moto ne démarre pas? Pourquoi? Tu vois, un truc du genre. Tu vas commencer avec ces requêtes-là, puis ensuite ça va te mener vers une requête de type comment régler un carburateur de temps, 4 temps ou quoi que ce soit d'autre. Mais moi, je vois des gens qui sont pires que simplement ne pas faire la stratégie. C'est pour une requête, ils disent
tout, en fait. Et au final, ils n'apportent pas, ils sont tellement larges ou au contraire, tellement focus sur un sujet, alors que c'est pas le sujet, justement, que ça ne marche pas. Mais vraiment, on se base sur la requête d'un côté et de l'autre côté, on se fait une stratégie complète qui va répondre à un pool de requêtes intéressantes pour ce domaine. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Ouais. Avoir en gros un bon nuage de mots-clés que tu vas cibler sur ton site pour être capable de traiter les différentes requêtes à différentes étapes de ton prospect ou de ton visiteur et avoir la bonne réponse sur chacune des requêtes, quoi. Un tunnel de conversion sur un site. On a effectivement, si je reprends le truc basique des intentions de recherche, on a une partie vachement informationnelle, une partie navigationnelle, transactionnelle, commerciale, tout ce que tu veux. Et il faut mener étape par étape les gens de requêtes un peu basiques, un peu je m'informe, etc., vers l'objectif de ton site qui est peut-être de vendre, je sais pas moi, un carburateur tout neuf, pourquoi pas, ou faire de l'affiliation ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vrai que il y a plein, et c'est complexe le SEO, mine de rien, pour cette partie-là, parce qu'il faut que tu aies des bases en inbound marketing, le tunnel de conversion, le buyer journey, la compréhension du persona, la recherche de mots-clés, la conception de contenu, comment aussi parler aux gens, peut-être aller sur, comme je disais tout à l'heure, du content marketing pour peut-être faire une vidéo de présentation de comment on règle un carburateur pour que ça soit plus visuel, plus interactif. Peut-être que tu auras besoin d'une calculatrice pour calculer quelque chose, X ou Y. C'est très très complexe en fait, hein. Mais c'est le job, donc il faut le faire. Ouais, complètement. Et je pense qu'on pourra revenir tout à l'heure sur le fameux site de moto. Mais avant, est-ce que tu as un résultat que tu voudrais nous partager dont tu es le plus fier de tes nombreuses années dans le domaine du SEO? Ouais, il y a un site où je pense que le travail a été efficace et ça va en fait avec la personnalité du client. Alors je peux pas dire son nom, mais c'est une personne qui est à l'époque solo, freelance, qui a un site qui est un peu une passion à côté de son boulot. Le mec est salarié, manager, etc. Et puis il veut développer un site, il m'appelle et moi je vois qu'il pige vite déjà sur le premier rendez-vous. Le mec, il est spécialiste en management, il adore tout ce qui est organisation, productivité, efficacité, l'anti-procrastination, toutes ces choses-là. Donc il a plein d'outils pour bien faire les choses rapidement, efficacement, meilleure qualité possible, etc. Le mec, je lui ai fait un devis de 10 heures de consulting. On a fait peut-être 4 heures où on a réglé les problèmes essentiels sur son WordPress. Après, on a fait peut-être 2-3 heures vraiment d'une recherche de mots-clés de base pour qu'il puisse commencer à comprendre c'était quoi le référencement et faire une petite stratégie. Parce que c'était, voilà, avec son profil, ça correspondait. Et après, c'était formation contenu, formation netlinking. Le mec, en 10, 15 heures max, il a compris tout ce que j'avais expliqué, il a appliqué. Mais simplement, bêtement, il a appliqué. Il s'est organisé, il a fait son truc, son calendrier, parce qu'il était spécialiste là-dedans. Et il a tout fait. Et il a fait un x10, quoi. X10 au niveau de son trafic. Derrière, il a pu quitter son boulot. Alors, c'est pas que de mon fait, hein, c'est beaucoup son travail à lui. Mais il a fait des podcasts, il a fait des vidéos, il a fait des articles de blog à grand faire. Il a eu une audience. Tous les matins, il marchait dans la rue avec son téléphone pour enregistrer son podcast. Il le publiait dans la foulée. Il a eu l'opportunité de faire un livre aux éditions du Node qu'il a produit en 2 versions, je crois. Et puis maintenant, il travaille avec Paul, je crois, ou un autre truc. Enfin, complètement fou le truc. Conférence TEDx et compagnie. Enfin, complètement fou. Et tu te dis, à la base, c'était juste un blog. C'était juste un blog de hobby comme ça à côté de mon boulot. Et vraiment, je trouve que cet exemple est très parlant. C'est pas un gros client avec des équipes et tout ça. C'est pas le site du service public ou ce que tu veux. Mais purée, tu te dis juste en appliquant et en pensant bien, le mec, il a réussi, quoi. Parfait. Et qu'est-ce 20 que sur c'était 20. du coup les qu'est-ce que vous avez mis en place pour avoir cette différence de blog qui vivote à justement blog qui marche bien et surtout entreprise qui se développe, quoi? Ça fait un moment que je l'ai fait, ce projet-là, quand même, mais je me rappelle qu'il y avait des problèmes d'indexation. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est régler vraiment tous ces soucis d'indexation. Il y avait plein de pages parasites, des archives par date, format, tout ça sur WordPress qui était indexé, les images, ça allait pas non plus. Enfin, on a réglé tout ça, et déjà là, ça se passait un tout petit peu mieux. Mais c'était pas fou parce qu'il n'y avait pas cette notion de ciblage par mots-clés, comment faire une recherche de mots-clés, etc. Donc, quand on a fait ça et qu'il a développé le contenu, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il sortait un contenu, on voyait qu'il rentrait sur les SERP, mais pas haut. Mais il a compris qu'en parallèle, il fallait faire des backlinks. Et en fait, il a mangé tout le monde. Parce qu'il était en plus dans une niche qui n'était pas super développée sur certains aspects. Donc, il est passé par des requêtes qui étaient plutôt faciles. Après, il est allé sur des moyennes quand il a commencé à avoir des backlinks. Et puis, quand il a eu vraiment beaucoup plus de backlinks, là, il tapait fort. Et puis, il était face à des très, très gros sites. Et même des trucs genre les échos et compagnie. Et au final, maintenant, ouais, ça marche bien. Et je te dirais même, il n'a plus besoin du SEO parce qu'il a tellement diversifié que ça tourne tout seul, il a du bouche à oreille, c'est devenu quelqu'un dans son domaine. Ouais, complètement. Et c'est sûrement la meilleure façon d'ailleurs de faire du SEO, c'est de ne plus en avoir besoin
pour plein de raisons. C'est parce qu'il y a le mythe de la durée de vie du SEO si tu ne fais que ça comme acquisition. Parce que pourquoi Google pousserait ton site si il est ta seule source de trafic. Et puis même en termes pour bien dormir le soir, si tu sais que si Google a décidé demain de ne plus te parler, de ne plus vouloir t'envoyer de trafic, que ton entreprise se ferme, c'est quand même pas très rassurant. Ouais, totalement. Moi, je trouve que c'est très complet, en fait, tout ce qui a été fait. Et même quand ça s'est un petit peu érodé, parce que d'un moment, il a arrêté de faire des articles, il est passé sur autre chose, etc. Bah, ça tenait et la diversification, ça l'a vraiment bien aidé à rebondir. Donc, je trouve qu'il y a tout, en fait. C'est vraiment un retour d'expérience qui est super gratifiant, au final. Ouais. C'est beaucoup d'apprentissage. Dans son cas, la diversification, c'est sur quoi? C'est justement des réseaux sociaux? Enfin, c'est quoi l'autre source d'acquisition de trafic? Il y en a plein. Il y a le bouche à oreille déjà, énormément, hein, du fait du livre, du fait de ces chaînes podcasts, YouTube et compagnie, ça a vraiment aidé. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent sur le site en direct pour juste consulter les derniers articles. La newsletter, il a des dizaines de milliers de personnes qui sont dans sa base de données de mail. Et derrière, comme je te disais, les réseaux sociaux, quoi. Mais c'est vrai qu'il est plus sur certains réseaux. Maintenant, il focus sur YouTube, les podcasts, Telegram, canal Telegram, les trucs comme ça. Il a quelques personnes aussi. Ouais. Non, vraiment, il teste, il voit si ça prend, et puis il accumule. Je trouve que c'est vraiment la bonne approche. Et même s'il peut pas tout gérer aujourd'hui, il est plus tout seul. C'est-à-dire, il a un associé, il a des gens aussi qui s'occupent justement du SEO, qui m'a remplacé. Donc voilà, c'est la réalité. Tu internalises, tu prends un freelance par-ci par-là pour le faire au quotidien, etc. Parce que moi, c'est vrai que niveau opérationnel, je fais pas. Vraiment, je suis plutôt consultant, je fais la stratégie, je guide les équipes, je suis là peu la casquette chef de projet, mais faire des contenus, faire l'optimisation en tant que telle, ça m'arrive de le faire sur la partie technique, mais pas surtout. Je peux pas tout faire, je peux pas être au four au moulin, hein, pour tous les clients. Ouais, complètement. Et ça, d'ailleurs, là, donc tu nous disais que tu as lancé un site, toi, donc avec cette casquette édition sur la moto. Il va bien au sens, c'est presque en cours de lancement, là. Ouais. Pour toi, c'est quoi les plus grosses différences entre faire du conseil, du consulting pour des clients et avoir son site? Je pense que le plus gros truc qui m'a embêté ces dernières années vis-à-vis de l'édition de site, c'est le fait de devoir faire du contenu et faire toutes les tâches, tu sais, ingrates de l'opérationnel. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui adore réfléchir. J'adore discuter, échanger, faire des stratégies, tout ça. Mais alors, taper, tu vois, toute la journée, c'est pas possible. Tu vois, j'ai une image là, qui me vient en tête à Que du Web en 2016 où je discute avec Corben. Et Corben était en train de rédiger un article de blog pendant qu'il regardait les conférences. Il était en train de faire les articles sur corben.info. Et purée, mais comment il fait, quoi? Tu vois, je peux pas. Il était en train de la conférence, il faisait putain son article de blog. Et moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et vraiment, l'IA actuellement me permet de me dire, c'est mon clavier. Tu vois, je la guide en lui donnant les plans, en lui donnant les informations, les connaissances, etc. Et elle m'écrit mes articles. Et ensuite, je les relis, je le fais à la main à ce moment-là. Mais je n'aurais pas pu le faire ces dernières années, avant l'IA, tu vois. Ou du moins, l'explosion de l'IA, comme on l'entend avec les compagnies, son arrivée. Donc, je pense que c'est vraiment le gros souci, c'est la grosse différence entre quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui fait. C'est être face à soi-même, la procrastination, la volonté de faire, de l'opérationnel, des tâches ingrates, tout ça, putain, ouais. Ça pour moi. La technique, traîner dans le frog, faire des recos, discuter, donner des recos, pas de souci. Mais alors, ouais, faire le contenu et tout, non. Et déléguer et tout, enfin, là, sur ton site, c'est vraiment toi qui fais tout? Ou est-ce que tu as Pour le justement... moment, oui. Mais à terme, ouais, l'idée, c'est de déléguer, bien entendu. Mais là, je la lis. La tâche, en général, j'ai fait des assistants pour les réseaux sociaux, pour faire des images, pour faire des contenus, pour pouvoir avoir, par exemple, la veille quotidienne. Tu vois, j'ai contacté à la fois les constructeurs de motos. Bah, j'ai contacté BM, Harley, etc., qui m'ont répondu par la positive. Donc, j'ai accès à des données de presse, tu vois, déjà bien avant que le site soit sorti. Et j'ai aussi un système d'agrégation de flux RSS qui me permet de voir qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans le monde de la moto. Et dès qu'il y a un site populaire aux États-Unis, dans le monde, qui sort un truc, je suis au courant. Mais l'idée, tu vois, c'est pas je vais prendre les URL et puis je vais traduire ou faire un truc dégueulasse ou quoi. Tu vois, c'est vraiment, je prends connaissance de l'information, je fais un travail journalistique de recherche en fait, et après je crée mes plans et j'apporte mon point de vue là-dessus. Mais peut-être qu'à terme, je vais devoir peut-être faire de la reformulation, du relais d'information en réécrivant les articles. Hein, je sais pas. C'est l'avenir qui me le dira. Pour le moment, il n'est pas lancé. Peut-être que ça va me saouler de faire comme ça. J'en sais rien du tout. De toute façon, c'est toujours le test and learn. Tu testes une approche, tu vois si ça marche et si ça te correspond, parce que je trouve que c'est quand même trop sous-estimé en fait, dans un projet entrepreneurial. Tu manges ton projet, tu vis ton projet, tu te lèves ton projet, tu dors ton projet. Et si ça correspond pas à ta personne, c'est difficile à durer. On le voit partout, sur des sites, sur YouTube, sur n'importe quoi. À durer, c'est le plus compliqué, quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tu vois, le site, j'ai, on va dire, deux grosses parties. Une partie froide, une partie chaude.
La partie chaude, je vais pas la lancer tout de suite. Parce que je sais que si tu veux aller dans du Discover, du News, ou simplement que tu es du relais sur les réseaux sociaux, etc., que tu es une activité, tu vois, par des gens fédérés par ton site, il va falloir que je poste tous les jours. Peut-être même plusieurs fois par jour. Sûrement recommander de poster plusieurs fois par jour, d'ailleurs, dans ce secteur-là. Et pour l'instant, voilà, je me suis dit, je ne le fais pas. Pour l'instant, je fais le lancement du site, contenu froid. Déjà, voilà, j'ai Astrat à côté, je peux te la lire. Hein. Découvrir la moto, passer son permis, choisir sa moto, son équipement, vivre la moto, tu vois. C'est des thèmes que j'ai créés. À l'intérieur, il y aura plein de choses. Ça, c'est froid. Et l'idée, c'est, déjà, je me fais ma base SEO. Elle va faire des backlinks, elle va faire en sorte de faire comprendre aussi au moteur que c'est complet, aux utilisateurs que c'est complet, qu'il y a un vrai truc étape par étape. Et après, une fois qu'on sera bien là-dessus, on mettra l'actualité. L'actualité, c'est durée de vie 3 jours. Hein. 3 jours, 7 jours max. Hein, donc, tu peux pas. En même temps, ça fait vivre le site facilement, mais il faut être structuré pour. Enfin, c'est toujours un équilibre entre là où tu en es et le bénéfice que ça va t'apporter. Parce que... Je suis lecteur, je suis motard, je regarde des vidéos, je participe, etc. actuellement, un peu en coulisses. Mais c'est pas pareil quand tu es éditeur et que c'est toi qui parles. Donc, on va faire les choses étape par étape, c'est mieux. Et peut-être que je lancerai l'actualité dans peut-être même pas un mois après la sortie. Je sais pas. Mais il faut déjà que j'ai mes premiers signaux, quoi. Il faut que je puisse avoir mon retour statistique. Est-ce que c'est le premier site que tu lances pour toi? Non, absolument. Non, j'ai lancé donc mes premiers sites en 2004. J'en ai fait beaucoup à cette époque-là. J'en ai fait beaucoup aussi en 2010, tu vois, quand il y a eu le truc Minecraft, on a testé plein de trucs. C'était plutôt sympa aussi. Et après, je me suis, je vais pas dire associé, mais on va dire en échange de bons procédés. J'ai pas mal de potes, pas mal de personnes avec qui je me suis mis sur des projets, on a créé des choses. Je me suis écarté ensuite parce que l'opérationnel, hein, comme je disais, faire de l'opérationnel, c'était pas mon truc. Je me suis focus sur mon activité de conseil et de formation. Et là, je me relance parce que l'IA. Et c'est vraiment juste ça, en fait. C'est que c'est plus simple pour moi et mentalement parlant, je pense qu'il y a moins de blocage, en fait, vis-à-vis de l'opérationnel. J'avais fait des tentatives il y a quelques années, ça n'avait pas fonctionné. J'avais fait pendant 2-3 mois à chaque fois, puis j'avais arrêté. Sur la longueur, comme tu disais, tu vois, ça tenait pas. Mais je pense que j'étais pas aussi convaincu par le site. Des fois, tu fais un site, tu te dis, je vais faire de la feed, tiens, je vais faire de la pub, tiens, je vais vendre ce truc-là. Mais ça te correspond pas pour autant. C'est parce qu'il y a un business derrière. Mais si c'est pas ta passion, si c'est pas ton truc, tu vois, moi, je connais la mécanique, je sais démonter un moteur, je sais comment ça fonctionne, tu vois, ça vient des tripes, tu vois, et c'est même pas intéressant le business web sur le moment, tu vois, je suis dans le moteur, c'est tout le point. Et de se dire, là, j'ai plein de trucs à apporter aux gens, même si je suis pas le plus grand expert de la moto. Je vais commencer par la petite porte et puis je vais monter. Et puis si demain, j'arrive à devenir leader sur la moto, tant mieux. Mais c'est pas mon objectif pour le moment, tu vois. Je me suis mis un objectif plutôt réaliste de, je fais tourner un peu le truc et ça me fait un petit complément et puis basta, quoi, en récurrent. Et pourquoi lancer un site plutôt qu'une chaîne YouTube, par exemple? En fait, je me suis posé la question et le souci, c'est le matériel. C'est con, hein. C'est hyper matérialiste, mais c'est vrai ça. Si t'as pas, comment dire, le garage avec une multitude de motos différentes, tous les outils pour pouvoir démonter, faire tes choses, comment tu fais ta chaîne YouTube? Tu peux pas être comme dans le SEO, tiens, je suis devant ma webcam et puis je vais faire un partage d'écran sur Screaming Frog. T'as besoin de matos, t'as besoin de vie, t'as besoin de tout ça, quoi. Enfin, ça coûte de fric et c'est surtout, t'as un stockage de dingue. Et puis avoir accès à des motos, je veux dire, je vais pas acheter une moto toutes les semaines pour faire des vidéos. C'est beaucoup plus complexe. Niveau logistique, matériel, c'est chaud et franchement, respect à tous les gens qui font ça. Je pense à, tu vois, une chaîne bien connue que j'aime beaucoup, Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Et putain, le mec, il a une Twingo, à chaque fois qu'il a un truc, il fait des vidéos, enfin c'est super sympa. Mais waouh, à chaque fois, ça doit être monstrueux à faire comme... si tu la fais pas en 30 minutes, la vidéo, quoi, c'est plusieurs jours. Ouais, j'imagine que je suis pas un expert de ce qui se passe en vidéo sur ce monde-là sur YouTube, mais je me serais dit que, tu vois, avec ta moto, tu peux peut-être genre faire filmer tes sorties, tu peux filmer ton entretien, enfin t'as déjà en vrai une belle quantité de contenu à créer avec une moto, mais il faut que tu tournes en rond. Ouais. Alors les sorties, oui, c'est vrai que ça aurait été plus simple. Après, comment tu le monétises? On peut se poser la question. Là, à chaud, j'ai pas la réponse. Après, ouais, les tutos mécaniques, tout ça, c'est vrai que j'aurais pu prendre une moto et puis changer paquette de freins, faire la vidange, faire ceci, faire cela. Effectivement, ça coûte peut-être moins cher, c'est plus rapide à faire. Tu peux le faire en mode, tiens, je fais ma maintenance, puis tu fais plusieurs Effet secondaire. plusieurs vidéos alors que tu as tourné juste une journée. Effectivement, j'aurais pu le faire comme ça. Néanmoins, tu vois, ma moto est une GL 125. Donc, année 91, plutôt vintage, qui va être carte grisée en collection. Pas sûr qu'il y ait beaucoup de recherche. Ouais. Donc, ouais, ça aussi, tu vois, faut le prendre en compte. Ouais, complètement. Donc, effectivement, le choix logique, c'est le textuel, justement, pour éviter ces enjeux de budget, de tout ça. Est-ce que ça te va si on parle un petit peu de ton process pour lancer ce site? C'est quoi les différentes étapes pour, justement, lancer ce site? Comment tu t'y es pris?
Alors, la première chose, ça a été d'auditer un petit peu le secteur. Donc, de regarder déjà ce que fait la concurrence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme typologie de sites? Là, il y en a énormément. Je ne pensais pas en avoir autant, honnêtement. Il y a des sites d'information, sites d'actualité, il y a des forums, il y a des sites qui sont spécialisés sur une moto, il y a des gens qui font tout ce qui est vente de pièces, donc du e-commerce, etc. Ça peut être pièces détachées, des motos, de maintenance, comme des plaquettes de frein et tout, comme ça peut être des top cases, tu vois, des espèces d'options que tu vas mettre sur ta moto. Il y a tout un tas de choses sur les événements aussi, le MotoGP, tous ces trucs-là. Et en fait, ça a été un travail déjà très long d'audit, d'analyse et de se dire sur quoi je me positionne. Et je me suis dit, je vais faire sur ce que je connais. MotoGP, par exemple, je suis pas quelqu'un qui le suit beaucoup aujourd'hui. Donc, MotoGP, peut-être plus tard. Tu vois. Et j'ai fait ma strat comme ça. Et de quoi je veux parler? Comment j'ai fait mon trajet, moi, de motard aussi? Et qu'est-ce que je connais? Et puis, j'ai fait ma strat comme ça, et je pense que ça va parler déjà à beaucoup de débutants, beaucoup de personnes intermédiaires qui, globalement, veulent des informations sur comment bien choisir sa moto, c'est quoi cette histoire on s'appelle de contrôle technique, tu vois, qui est appliqué aux motos. Et puis, déjà, on va faire ça. Et si déjà on arrive à faire du trafic, et qu'on a du monde qui nous pose des questions et tout, bah, on pourra se dire, on a passé déjà une première étape. Tu vois. Donc, une fois que tu as fait cet audit et que tu t'es fixé sur ta stratégie, c'était la deuxième étape, tu construis cette stratégie à partir de tes personnages choisis et de tes idées choisies. Donc, tu essaies de te faire un mind map, tu essaies de mettre des mots-clés dessus pour essayer de voir comment compléter les choses. Tu vois, tu fais un hybride entre ta matière grise et de données plus factuelles, tu vois, où tu as du volume, où tu as de la concurrence et tout. Et puis, tu as ton plan. Et après, bah, moi, je me suis mis sur la technique. J'ai cherché un thème, je l'ai mis sur WordPress. Je me suis posé la question de comment je construisais aussi le WordPress. Et petit à petit, bah, j'ai trouvé le template, comment j'allais faire pour chacune des pages, les catégories, les articles, les pages à propos, etc. Et maintenant, bah, j'ai toute l'ADN de marque avec charte graphique, logo, les couleurs. Donc, on va partir sur des couleurs qui sont très tournées autour de l'automobile. Tu vois, du noir pour le pétrole, du jaune orangé pour l'étincelle, pour le phare, pour les clignotants, les choses comme ça. Un petit peu de rouge, un petit peu de blanc aussi pour faire contraste avec le noir. Tu vois, c'est des petites réflexions comme ça qui permettent de mener à bien le site web et de le construire petit à petit. Et là maintenant, je suis dans le contenu. Donc là, je suis en train de finaliser, peaufiner les processus. Il y a tous les assistants pour poster sur les réseaux, comme je disais, pour faire la veille, tout ça. Mais vraiment, le processus pour les contenus d'actualité, mais surtout les contenus font actuellement, c'est ce sur quoi je travaille. J'essaie de trouver mon ton, j'essaie de trouver comment faire en sorte que ce soit, tu vois, à peu près homogène sur toutes les pages pour pas partir un peu dans tous les sens et qu'il y ait un truc ultra débutant, ultra détendu d'un côté, ultra strict, ultra mécano, que ça parle à tout le monde. Et il y a plein de petites contraintes, tu vois, qu'il faut que je prenne en compte. Et tu parlais de persona justement avant là. C'est quoi le persona, le ou les personas pour ton site? Comment tu le définis? Là, j'en ai trois où je focus avec un mot qui est bien présent quand même, c'est le débutant. Ultra débutant, tu vois, c'est la personne qui a envie de se lancer, tu vois, dans la moto, ou tu vois, sa famille qui fait de la moto, tout ça, et faudrait s'y mettre, ou même quelqu'un qui veut aller au travail avec, tu vois, mais vraiment quelqu'un qui débute, c'est vraiment ça qui ressort, et qui va s'informer. Donc déjà, la moto, il y a quoi comme type de moto, comment ça se passe le permis moto, lequel je devrais, tu vois, essayer de passer, comment je choisis ma moto, c'est quoi la sécurité en moto, tu vois, comment bien prendre ses virages, c'est toutes les premières questions, en fait, les premières fois, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus sur le début du site, puisque ben, on est sur du contenu pour donner à manger quand même aux utilisateurs comme aux moteurs de recherche. Et donc quelque chose de relativement complet qui peut paraître un petit peu réinventer la roue, mais qui va permettre de dire je suis spécialiste en fait de la moto et je donne déjà toutes les bases pour pouvoir connaître ce sujet-là en fait. Ensuite, le deuxième persona et le troisième, c'est assez simple. Tu as le mec qui bricole. C'est quelqu'un qui va faire ses vidanges, qui va vouloir peut-être restaurer une moto à un moment ou des choses comme ça. Donc c'est de la mécanique, mais c'est pas le mécanicien pour autant moto, tu es professionnel, qui s'y connaît parfaitement tout ça. Et le troisième persona, celui-là, je vais voir en fonction des résultats. C'est pas toujours sûr que j'arrive à le toucher, mais il est un petit peu plus complexe. C'est un persona qui, on va dire, veut faire de l'aventure un petit peu. C'est le mec qui voyage, qui veut faire des itinéraires, qui va aller peut-être faire la Corse à moto, faire un petit tour, tu vois, en Italie, tu vois, sur des trucs comme ça, tu vois. Et s'il y a tellement de manières de le prendre, c'est là où je suis encore un peu dubitatif, tu vois. Il faut vraiment que je sois beaucoup plus confronté. Mes beaux-parents sont comme ça, c'est le personnage de mes beaux-parents. Mais ils sont tellement différents en fait, en fonction de la moto, en fonction du style de moto qu'ils utilisent, en fonction des lieux où ils vont. Il y en a qui vont prendre des trails pour aller dans plein de chemins différents, etc. Il y en a, ils sont carrément que routiers, tu vois, et puis bon, c'est juste pour partir en vacances. Non, ouais, j'ai un peu du mal à savoir comment l'orienter, ça. Parce que c'est très tourné finalement tourisme. Ouais, et puis c'est peut-être justement un persona qui est pas aussi homogène que les autres en termes de besoins. Part Et un du peu dans coup, tous les sens. En fait, ça vient des tripes. Ah, je me fais un voyage en Europe.
Là, c'est ce qu'ils ont fait mes beaux-parents là. Et tu vois, ma belle-mère, là, prochainement, je vais faire Paris-Dakar. Et je vais aller à Dakar pour aller aider des associations sociales bénévoles. Je vais partir toute seule en moto, avec une Himalayan. Ouais, on a peur pour la belle maman, toute seule, traverser du désert. Ouais, Tu vois, complètement. c'est compliqué quand même à gérer. Ouais, effectivement. Peut-être pas aussi prioritaire parce que tant que t'as pas, autant les deux autres sont quand même relativement clairs en termes de besoins et donc de contenu à consommer. Tant effectivement là, c'est plus hétérogène, donc plus compliqué à cibler. Est-ce que tu fais un contenu par personne, par moment, par besoin? Oui, mais peut-être pas en premier temps, quoi. En fait, si je me base sur une stratégie de site de tourisme, on va avoir itinéraire pour telle ou telle région, tel ou tel lieu ou quoi. Et ça me fait pas peur. Mais il y a tout le pan, en fait, hyper intuitif, finalement, tu vois, qui est, ah, j'ai une envie, je vais faire cette trajectoire-là. En fait, personne ne l'a fait, elle n'est pas recherchée sur Google ni rien. Mais par contre, ça peut te faire un super reportage moto. Et c'est là où mon petit doigt me dit que c'est la communauté qui va me dicter ça, ou qui va me proposer en fait leur reportage photo ou vidéo, et je vais devoir travailler avec eux. Mais c'est tout un process aussi de validation, de droit d'auteur aussi peut-être, ou quoi que ce soit d'autre, et c'est pas le même job. C'est limite ce que pourrait faire un magazine de moto, hein, tu vois, mettre des road trips ou je sais pas quoi, tu vois. On va essayer de faire simple pour commencer, et puis après on verra. Complètement. Et puis, comme on disait tout à l'heure, simple, ça te permet d'être plus durable. Et si tu es là pendant longtemps, c'est quand même sûrement comme ça que tu as le plus d'impact. C'est ça. Et tu disais, du coup, avec donc le processus de création de contenu, tu essayais d'avoir un ton qui était cohérent pour bien avoir un angle cohérent sur le site. Tu me disais qu'il y a plusieurs personas, notamment le débutant, mais aussi le mécano un peu passionné. Comment tu fais justement pour avoir un ton cohérent? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes contenus. Est-ce que c'est un ton par silo? Enfin, comment tu fais ça? Alors, il y a effectivement cette logique de silo, c'est-à-dire que tu as des contenus qui sont carrément que débutants et le mec qui connaît un petit peu, voilà, il s'en fout vraiment de ce truc-là. Donc, naturellement, tu as des niveaux avec débutants, intermédiaires, experts, on va dire. Et après ça, il y a des petits contenus où effectivement les 2, 3, 6, 10 personas pourraient être intéressés. Et j'ai trouvé des moyens, on va dire, que le ton soit plutôt intéressant et ne fasse pas peur pour autant à d'autres. Je te donne un exemple qui est très concret. Carburateur, tu le mets dans ton texte, puis tu dis ah, carburateur, t'es débutant, tu sais pas ce que c'est. Tu fais des parenthèses après carburateur, et puis tu dis à l'IA, mets la définition de carburateur en une phrase très simple, juste après ton trop de parenthèses. Ça permet de définir le jargon. Je pourrais même le mettre sous une bulle, tu vois, tu surlignes le carburateur et puis ça te met une petite bulle pour t'expliquer. Ce genre d'expérience-là, pour moi, c'est très tourné utilisateur et très propre. Alors, je le mets dans le ton, le style, etc. Mais c'est bien parlé, en fait, tu vois. C'est bien s'adresser à son audience. C'est la comprendre et c'est lui fournir les éléments pour pouvoir lire le contenu correctement. Et tout ça, c'est des petits détails. C'est con, mais t'en as plein sur un site auquel on pense pas. D'ailleurs, la plupart du temps, je pense chez la majorité des éditeurs et peut-être aussi chez les SEO, qui pourtant donnent des repos. Mais quand tu es confronté à ça, que tu as été débutant, moi je suis débutant motard, concret, j'ai conduit une moto depuis pas si longtemps que ça. C'est depuis 2017-2018, un truc comme ça où j'ai passé mon permis. Il y a des questions que je me suis posées qui étaient connes à l'époque. Mais en fait, il n'y a pas de question idiote, en fait. C'est juste que tu débutes, tu avances. Donc j'aurais bien aimé qu'on me présente, tu vois, certains schémas, certaines choses pour m'expliquer tout ça, le carburateur. Et en soi, tu vois, tout le monde se fait un monde hein, du carburateur, comment le régler. Mais honnêtement, c'est pas compliqué. La plupart du temps, c'est les carburateurs qui sont chiants. C'est pas nous. C'est juste ça. Non, mais c'est sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Et c'est un peu le mix de s'inspirer de la SERP, s'inspirer des concurrents, de ce qui marche, mais quand même avoir en tête, en fait, qu'est-ce que les gens qui vont chercher ça ont réellement besoin et potentiellement faire l'extra miles qui va te permettre d'avoir un contenu qui se différencie et qui est légitime que Google mette à jour ses résultats pour que ce soit ton résultat qui se présente et non pas ceux qui sont validés depuis X années et qui sont là depuis toujours, quoi. Non, puis je pense que même avec l'IA, tu vois, on a tendance à dire qu'il y a de plus en plus de contenu vachement bien écrit parce que l'IA, justement, elle met bien en forme, elle explique bien les choses, tout ça. C'est vrai. Je pense que quelqu'un qui est mauvais en rédaction, avec l'IA, vraiment, c'est plus rapide, c'est plus facile, il produit plus vite. Mais demain, quand beaucoup de sites web ont été revus et beaucoup de contenus sont sortis grâce à l'IA, c'est sur des petits détails comme ça que ça va faire la différence. Et je pense que ça va vraiment être une compréhension de son utilisateur à fond et la valeur ajoutée, si tu veux, ce que l'IA n'a pas dans sa base de données finalement aussi. Mais comment ça va se matérialiser, comment ça va se faire retoquer, tu vois, aussi par les moteurs de recherche, je me demande bien aussi parfois. C'est pas si simple à gérer. On en parlait tout à l'heure de l'intention de recherche. Moi, je sais que j'ai vraiment intensifié là-dessus, notamment dans mon outil, pour avoir une recommandation des intentions à gérer, que ce soit sur ce qui est présent chez la concurrence et de montrer comment ça marche, plus essayer de faire un petit brainstorming out of the box de OK, mais qu'est-ce qu'il faudrait vraiment répondre?
Enfin, qu'est-ce que le mec cherche vraiment? Et ça, je pense que c'est quand même, enfin, si tu réponds vraiment à ce que cherche la personne, bah, c'est probablement la meilleure façon de t'assurer une bonne place qui va durer autant de temps que les gens se posent cette question qui est là, parce que l'intention peut évoluer, et il faut adapter et actualiser ton contenu en conséquence. Mais l'IA, tu vois, je pense elle a sa place tant que tu fais une vraie réponse pour l'humain et non Ouais, pas juste pour être là, quoi, sur Google. totalement, totalement. C'est quoi pour toi un bon contenu? Qu'est-ce que tu regardes et comment tu crées le meilleur contenu? Bah, la base pour pouvoir ranker en SEO, c'est ce que j'ai un peu expliqué tout à l'heure. Navigation privée, tu tapes le mot-clé que tu souhaites cibler. Tu fais en sorte de bien construire ton snippet en te démarquant de ce que tu vois sur la SERP et tu essaies de comprendre la SERP en même temps. Derrière, tu essaies de voir aussi s'il n'y a pas des places sur la SERP que tu n'as pas. Par exemple, les encarts vidéo. Bah, fais une vidéo dans ta page, tu vois. Ça peut être intéressant. Tu le mets sur YouTube, produit Google, c'est encore mieux. Et derrière, c'est de voir à quoi tu es éligible sur la SERP et tu ouvres surtout tes concurrents. Et tu te dis, c'est quoi les notions en commun? C'est quoi les blocs en commun? C'est quoi les formats en commun de tous les concurrents qui se positionnent bien? Et tu te dis, après, qu'est-ce qui est pas mal pour cette intention que je suis en train de capter, ces informations qui sont données, etc. Et comment moi, je peux construire un contenu à minima dans la moyenne de tout ce que je viens de voir, et je rajoute de la valeur ajoutée. Une expérience en plus, quelque chose de plus simple à comprendre, une infographie qui va tout de suite nous faire capter les choses, une fonctionnalité à comportementale, tu vois, du clic, du scroll, des petits sondages, des petits trucs à cliquer, des petits tests de personnalité, des petits simulateurs en ligne. Toutes ces choses-là vont me permettre de répondre, pour moi, à des enjeux de pertinence. Avec des outils comme le tien ou d'autres, on peut aussi avoir le spectre, on va dire, qu'on ne voit pas quand on est un être humain, et qui permet de booster un petit peu les positionnements. Mais c'est vrai qu'il faut aussi nourrir, tu vois, des algos comme tout ce qui est NavBoost, les learning courants et compagnie, qui vont regarder un petit peu via Chrome, via tout un tas d'outils, la SERP, etc. Qu'est-ce qui se passe sur ta page en termes de comportement? Et donc, si tu favorises les comportements positifs, les interactions, tout ça, on sait que ça aide quand même aussi au positionnement. Donc, c'est vraiment toute cette process-là que je fais au global. Après, en fonction du site, ça peut bouger un peu, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais, ça, voir le contenu comme un média et non pas juste comme un ensemble de textes, quoi. S'il faut un calculateur, tu mets un calculateur et potentiellement tu as des requêtes. Je sais que j'aime bien prendre salaire brut net en exemple. Voilà. Ok, il y a du texte, mais genre si t'as pas le calculateur, il y a personne qui n'a pas le calculateur sur le top 10, quoi. Le texte permet de comprendre de quoi ça parle. C'est utile, le seul texte, quand tu as quelque chose d'ultra éditorial, qu'on souhaite avoir du texte, et juste du texte. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui utilisent la vidéo, les images, l'audio, tout un tas de fonctionnalités. Donc, ça paraît normal de se dire à quoi je suis éligible sur cette requête. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour que ça soit plus simple pour les gens et qu'ils aient une information intéressante. Tu vois ? Complètement. Meilleur taux, c'est exactement pareil que Salaire Brut en net. Je le prends beaucoup comme exemple. Ils ont le texte SEO qui est en bas, mais au-dessus, ils ont le simulateur de crédit immobilier où tu passes 10 minutes à faire tes curseurs. Bah, attends, si je mets un taux de machin, de bidule. Purée, tu m'étonnes qu'ils soient toujours premiers. Tu regardes les backlinks, je crois qu'ils en ont des milliers sur cette page. C'est assez fou. Tout le monde se l'est partagé ces 10 dernières années. Et en termes de backlink, ça, c'est un peu le fameux link baiting dont les Américains aiment bien parler de je fais une infographie, un outil que les gens vont se partager. Mais tu as aussi l'UX dont tu parlais juste avant. En fait, si tu passes effectivement 10 minutes sur le site, ça fait un engagement utilisateur qui est ouf. Et avec notre mouchard préféré qui est Chrome, Google, il le sait que les gens apprécient, ils ont cliqué sur le premier lien, ils y ont passé 10 minutes et ils sont pas allés cliquer sur le deuxième. C'est probablement qu'il y répond parfaitement à cette intention de recherche. Et tu as la même chose, par exemple, la requête nouer une cravate. Tu disais, OK, ce résultat, c'est une vidéo, mais là, tu as quand même majoritairement des vidéos. Et quand tu as des résultats classiques de SERP avec un site, une page de site, en fait, si tu cliques dessus, souvent, c'est une liste de vidéos avec un petit texte de descriptif, tu vois. Mais en fait, les gens, pour nouer une cravate, va nouer une cravate avec quelqu'un qui te l'explique textuellement, quoi. Et tu sais, vraiment 2 commentaires par rapport à ça. Le premier, je trouve que ça a été vraiment dommage qu'on ne valide pas en fait l'hypothèse que le pogo sticking, comme on l'a appelé, ou le temps sur la SERP, le temps sur les sites et tout, tu vois, qu'on n'ait pas simplement dit c'est du bon sens et c'est comme ça que ça marche, tu vois. Je veux dire que t'es Google, t'as des SERP, t'as des gens qui cliquent, tu vas pas prendre les données. Souvent, on disait non, ils le font pas, et puis non, on le fait pas, etc. Purée, c'est des mines d'or, c'est une mine d'or. Comment tu peux pas l'utiliser? Ça a toujours été du bon sens. Et quand les leaks sont sortis et quand le procès avant ça est sorti et qu'ils ont expliqué NavBoot et compagnie, mais d'où t'étais surpris, quoi. Enfin, il y a des choses qu'on a appris, je dis pas, j'ai pas la science infuse, mais c'était quand même logique. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment le premier point. Et le deuxième point, c'est il faut vraiment que les gens prennent conscience que le comportement aujourd'hui, c'est l'un des éléments les plus importants et le plus fourbe en SEO. C'est-à-dire que si tu fais pas le job
tu vas te taper du -1, du moins, et puis encore -1, puis +2, et puis tu vas redescendre. On va tester en fait ton résultat. Tu vas descendre progressivement. Généralement, si ta courbe va descendre progressivement, méfie-toi. Tu as intérêt à redresser la barre vite, parce qu'une fois que tu es en page 2, après, les utilisateurs ils vont plus cliquer. Et donc, les comportements, tu auras beau qu'ils soient positifs, tout ce que tu veux, tu vas galérer pour monter. Et c'est hyper important de prendre en compte ça. Et personne ne fait de reco là-dessus. Je vois passer des audits d'autres agences, etc., machin, de freelance également. Ça ne parle jamais de ça. Et pourtant, c'est lié à tout ce qu'on a vu sur les leaks et compagnie. C'est ultra dommage. On se focalise toujours sur la technique, le contenu, la popularité, sur l'aspect mécanique, la checklist dont on a parlé tout à l'heure. Alors que là, il y a quelque chose qui est hyper stratégique pour moi. C'est vraiment un élément de différenciation, c'est même lié à l'entreprise, peut-être sa conversion, le prix qui pourrait augmenter sur un produit parce qu'on fait bien les choses, etc. Si on va sur des trucs un peu plus long terme. Et pour actualiser ton contenu et en prendre soin dans la durée, c'est un vrai sujet. Je sais que j'ai une fréquence d'actualisation qui est recommandée sur Serpentix et j'ai fait un petit freebie à côté, je mettrai le lien en description, qui va se connecter à ta Search Console, chose que tu peux avoir dans la Search Console, mais qui est un peu laborieux à voir, et qui va te lister les pages qui sont en chute, justement, Google est en train de te les déclasser, qui sortent du top 3, qui sortent du top 10. Et en fait, si tu fais l'autruche sur ces sujets-là, bah juste ton site il va perdre en puissance parce que ces pages-là apportent de la puissance à elles-mêmes parce qu'elles sont positionnées elles potentiellement, mais elles apportent du business aussi pour ton site et de la puissance. Et du coup, si tu prends pas soin de tes pages, c'est voué à disparaître. Et c'est plus facile d'actualiser une page que de faire la course en avant, de créer du contenu, qui au bout d'un moment, si tu actualises pas tes pages, elles vont juste pourrir et mourir, quoi. Et ce que tu dis est très intéressant parce que pour le coup, les KPI, pour moi, en grosse majorité, c'est le positionnement et les sorties effectivement des top 3 et les petites baisses un petit peu mineures, quoi, qui sont vraiment à surveiller. Et il n'y a pas de KPI. Il y en a beaucoup, tu sais, qui me sortent ah, mais ma page, elle a un taux de rebond qui est très bon. Ah, mais les gens restent sur ma page. OK. Et là, je leur réponds, c'est par page. Moi, je parle par requête. En fait, pour la requête, tu peux être très très mauvais, et puis pour l'ensemble d'autres requêtes, tu peux être très très bon, et en moyenne sur la page, bah là, t'es super résultat. Mais pour cette requête que tu vises, en fait, ça se trouve, t'es ultra mauvais, c'est pour ça que tu baisses, quoi. Ouais. Et quand tu regardes les requêtes et les autres concurrents, tu vois qu'il y a un delta au niveau comportement qui est très important, en fait. Ouais, complètement. Et tu vois, genre, dans les trucs, enfin, dans les exemples les plus marquants que j'ai vus récemment, c'est sur un secteur qui était un peu naissant, un client qui a une page SEO où il visait un mot-clé en particulier. Il fait une page optimisée, il n'y avait pas trop de concurrence, donc elle prend plein de mots-clés. Et in fine, bah, il y a une partie des mots-clés qui baisse, comme tu le disais. Et en fait, tu te rends compte que tu as une partie des mots-clés de la page qui, en fait, maintenant qu'il y a un peu plus de concurrence parce que le marché mature, demande une intention différente et a des résultats différents. Et en fait, ça te donne une opportunité de création de contenu. Et si tu essaies de soulever cette page, de la tirer vers le haut artificiellement pour des requêtes qui ne sont plus associées à l'intention de la page que tu as créée, aussi, c'est perdu, quoi. Ouais. Et en parlant de perdre, tu sais que les backlinks, ça fait perdre énormément d'argent. Ça serait le titre de la vidéo. Allez, dis-moi tout. Bah en fait, ce problème comportemental est tellement mal compris que les gens remontent grâce à l'achat de backlinks et ça marche, mais redescendent. Donc ça veut dire que bon, ils ont mis des backlinks, mais en fait quasiment pour rien, en tout cas pour les requêtes qu'ils visent, parce que dans tous les cas ils se reprennent le learning to rank ou quoi. Donc derrière ils rebaissent. Et en fait ils alimentent un problème, on a l'impression. Je te donne encore des backlinks, tu me refais remonter, mais je t'en fais descendre, et on continue, backlink, et puis hop, non, je redescends. Tout le temps, tout le temps. Ça, Google a un c'est partenariat magique. avec les vendeurs de liens, quoi. Ouais, mais le truc, c'est qu'après, ça déséquilibre tout, et c'est ultra chiant à gérer, quoi. Et surtout quand la page, en plus, elle finit par mourir, parce que comment tu la ressentes, la page, sur la globalité du site? On te fait des backlinks, tout ça, mais tu bouges pas ton site. Puis même, tu vois, en termes de quality score global ou quoi que ce soit d'autre, je sais même pas ce que ça peut avoir comme impact au final, hein. C'est des trucs site-wide, on l'a bien vu dans les leaks, finalement, il y en a. Bon, moi, j'étais toujours un peu possédé par ça, mais ça paraît logique qu'il y en ait. Donc, ouais, faut quand même faire attention à toutes ces choses-là, hein. Bah, tu vois, tu as toujours. Je trouve qu'en termes de priorité, de bonnes actions à faire dans ton SEO, tu as une hiérarchie. Tu peux te dire, ouais, je vais aller faire mon hack, je vais envoyer du trafic, parce qu'on a vu que ça pouvait marcher, du trafic direct, du trafic, ça va te faire remonter. Tu peux envoyer du backlink, ça va te faire remonter, mais si ton contenu est pas bon, bah, ça peut pas durer. Et du coup, avant d'aller travailler sur tous ces hacks, tous ces trucs qui vont quand même te coucher du budget, fais du bon contenu, travaille bien ton site, structure-le bien, évite les pages pourries qui n'ont aucun trafic, des pages zombies, tous ces termes-là. Et à partir de là, tu fais du linking. J'étais allé à une conférence où justement, ils disaient ranker premier sans lien. Bon, la conclusion, c'était fais du bon contenu, regarde où tu te positionnes et ensuite mets des liens. Tu vois. Oui, et tu vois, mine de rien, quand je fais la présentation à des gens qui connaissent pas trop le référencement, tu sais, sur les rappels un peu du SEO, ce que c'est de base, je reprends la pyramide du SEO avec donc la technique en bas, le contenu au milieu et puis la popularité au-dessus. Et je leur dis, l'idée, c'est vraiment de faire un contenant
et ensuite on met le contenu à l'intérieur, tiens, un peu comme un Tupperware, et puis on va le montrer au monde. Mais finalement, si tu fais juste des backlinks, que tu n'as pas de contenant ni de contenu, tu pousses quoi en fait? Donc ces deux-là, là, on dit souvent, ouais, les backlinks, c'est bon, ça suffit. Les trois sont importants, mais vraiment, c'est le contenu et la technique ou le cœur de ton site, quoi. Tu vois, c'est pour ça que tu fais un site. Donc, c'est ça qu'il faut que tu bosses avant tout. Tu peux ranker sans lien, c'est mieux avec du lien quand même, mais c'est vraiment ça qu'il faut bosser à la base, pour moi. C'est ça qu'il faut très très bien penser. Et après, si tu fais du lien, tant mieux. Ça t'augmentera tes positionnements au fur et à mesure. Puis c'est du budget à dépenser. Tu peux le mettre en lien, mais créer du bon contenu, ça peut aussi vite coûter cher en temps et en argent. Donc, Oui. c'est quand même une bonne première étape pour pouvoir avoir les bons résultats maintenant et dans la durée. C'est ça. Est-ce que tu vois, enfin, pour toi, c'est quoi les points sous-cotés du SEO? Bah déjà, il y a ça, le comportement. Vraiment là, boulevard, quoi. Ensuite, je dirais peut-être la détection du contenu principal. Tiens, on va essayer de faire rapide. Quand un site est mal développé, quand on balise assez mal en fait le HTML et notamment le contenu principal de notre site, en fait, les algos ils peuvent avoir du mal à détecter ton contenu principal. Donc du coup, ta pertinence. Donc tu peux écarter du contenu, comme tu peux trop inclure du contenu et parfois parasiter. Et donc ça peut te poser des problèmes dans le temps. Tu as aussi parfois même des problèmes de mobile desktop et puis ça prend parfois deux contenus alors que c'est quasiment les mêmes et enfin, du coup ça augmente tous tes scores partout parce que c'est mal foutu, tout simplement. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Et puis un autre point, je pense cette histoire de quality score, mine de rien. Tu vois, l'exploration, l'indexation, la gestion de tes contenus, tout ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le fait. Et c'est quand même, bon, c'est plus trop actuel dans le sens où même tu prends WebRank Info quand il a fait son gros article pilier, là, ça date depuis plusieurs années, mais c'est vrai que on le voit dans la Search Console, tu vois, tu as cette courbe grise de non indexé et de courbe verte là d'indexé sur ton rapport d'indexation. Et c'est vrai qu'on voit, tu vois, quand ça crève les plafonds et que ça monte, des fois, ça te fait baisser. Enfin, t'as presque une corrélation. Est-ce qu'il y a une vraie causalité? Je sais pas. Mais ça semble être du quality score ou un truc du genre, quoi. T'as un problème de centrage, de contenu de mauvaise qualité, t'es pas EAT comme ils appellent ça et tout, quoi. Ouais, carrément. Bah, effectivement, je le vois sur plusieurs sites où, dans un peu le truc de, OK, je crée plein de contenu, je le mets pas à jour, mais surtout, je crée du contenu sur mon silo au début. Disons que j'arrive à avoir 100 contenus ultra pertinents, ultra ciblés. Le site est une fusée. Je me dis, bah, je vais continuer à faire du contenu. Et là, tu commences à aller sur d'autres sujets qui sont connexes, mais en fait, qui sont thématiquement quand même assez, enfin, qui pour Google sont assez loin. Et du coup, ta pertinence thématique de site, bah, elle baisse. Ça se voit difficilement dans les chiffres, mais tu le ressens directement dans le trafic. Et à part à avoir une quantité une autorité titanesque qui justifie que des médias, Le Monde ou des gros sites puissent aller sur des sujets connexes, en vrai, un petit site que tu lances, il faut vraiment faire super attention à sa thématique et du coup à son score de qualité, mais je pense thématique, quoi. Oui, effectivement, tu fais bien d'en parler. Début décembre, j'ai fait avec Sylvain Doré une masterclass, puis après il y a eu l'événement du SEO Summit au Rex là. Et lors de la masterclass, avec Sylvain Doré, on a parlé de tous ces enjeux de comportement et de content marketing, etc., etc. Et lui, il a parlé de ce que tu viens de dire, qui est le site Radius, notamment, avec toutes les logiques de thématisation. En gros, ton point de gravité thématique, quoi, il est où quand tu le calcules, tu vois, et est-ce que tu sors de ça? Et dès que tu sors de ça, en fait, Sylvain, il a vraiment des retours que tu sors, tu baisses. Tu restes dedans, tu le fais progressivement et tu es lié à ta thématique de base quand même. Bah, tu peux élargir le spectre, mais il faut le faire correctement. Il faut y aller progressivement. Et c'est ce qui est sorti dans les leaks. Donc c'est quelque chose, a priori, qui est vraiment intégré ou partiellement intégré en tout cas. Ouais, complètement. À quel point c'est un facteur de classement important. Ça, on le sait pas dans les leaks, mais effectivement, c'est un sujet où moi je le vois aussi dans mon expérience personnelle pour des clients ou pour des sites. Ça a l'air de marcher, donc ça doit être intégré, quoi. Après, ce qui m'a toujours perturbé, c'était surtout le maillage interne et backlink. C'est-à-dire que la diffusion du jus et donc le calcul, tu vois, du PageRank thématique, comment ça passe, etc. Je me dis que on travaille, tu vois, par exemple, on prend mon site moto. Admettons, j'ai des backlinks, tu vois, sur tous les articles pour débutants. Et puis d'un coup, je sors sur MotoGP. Tu vois, je sors une catégorie MotoGP. C'est toujours dans la moto, ça devrait marcher. Mais je suis sûr que je serais peut-être un peu moins bien positionné sur MotoGP plutôt que sur moins positionné sur MotoGP que sur débutants, parce que MotoGP est tout neuf et parce que j'ai pas de backlink sur cette partie-là, cette thématique-là. Donc c'est vrai que en termes d'audit et de prise de décision, je sais que c'est pertinent de faire du MotoGP, mais je sais que ça va prendre un peu de temps. Peut-être pour la thématique, peut-être parce qu'il me faut des backlinks, peut-être pour autre chose. Et c'est là où tu vois, putain, il y en a quand même des critères, c'est chiant. Des fois, Ouais, tu te focuses et c'est autre chose en fait.
Et tu vois, tu vas ouvrir MotoGP, tu seras moins bien classé là-dessus, mais à la limite, tu te dis, mais, ok, mais c'est pas le même site, il faut que Google me jauge, mais potentiellement, ça peut amener moto débutant un peu vers le bas parce que ça dilue la puissance sur ce sujet-là qui va se répartir sur des sujets sur lesquels tu as moins de légitimité, quoi. Exactement, et c'est pour ça que faut faire les choses pour ma part transition, quitte à faire même peut-être une catégorie avant de faire MotoGP pour essayer de mener vers MotoGP, tu vois, parler peut-être, je sais pas, des débutants, quels sont les grands événements voilà, qu'un débutant peut aller voir, tu vois, pour Ouais, complètement. le faire chaud, là. Complètement. Où est-ce que tu vois le SEO aller dans les prochaines années? Bah ça aussi j'en ai parlé pareil. Pour moi là on est dans un virage où le SEO va être omni-moteur de recherche. On va dire ça comme ça. En fait on s'est beaucoup focalisé sur Google et des moteurs de recherche il y en a partout. Et en fait Google a toujours été et est toujours le leader en termes de recherche d'information. Il n'y a pas de souci là-dessus et on va continuer d'être dessus et de faire du SEO peut-être un peu différemment. Mais je pense que ce qui va être le plus dur c'est de se dire pour un client sur quel moteur de recherche je devrais faire du SEO. TikTok a des requêtes, tu vois. Et c'est un moteur de recherche où on recherche de la vidéo ou des carousels, tu vois. Et c'est des millions et des millions de recherches tous les jours. Des millions de recherches, c'est ce que faisait Google il y a 10-15 ans, tu vois. Donc, comment vont grossir les différentes plateformes, que ce soit des réseaux sociaux ou des plateformes qui proposent des livres blancs ou des apps comme Hunt ou quoi que ce soit d'autre? Comment je fais pour monter mon app? Tu vois, un SaaS n'a pas intérêt peut-être à faire du SEO conventionnel, peut-être qu'il devrait aller sur Producteur, sur Capterra, sur un autre truc. Donc, je pense qu'il y a du SEO à faire un peu sur toutes les plateformes. Et on voit bien qu'il y a des gens qui proposent des prestats d'SEO YouTube, il y a des gens qui font du SEO Amazon, bah, demain il y aura du SEO TikTok, du SEO machin, du SEO bidule. Et il faudra voir l'éligibilité donc de nos clients. Est-ce que ça sera global ou est-ce que ça sera des spécialisations? J'en sais rien. Le métier nous le dira. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet là-dessus, je pense, de s'ouvrir en fait un petit peu au changement majeur du web. Et après, bah, bien entendu, l'IA. Je pense que ça change beaucoup actuellement. Je pense qu'on ne peut pas prédire. Je ne vais pas faire la prédiction. Mais l'IA chamboule beaucoup de choses actuellement, déjà depuis plusieurs mois. Ça va chambouler notre manière de faire les sites, faire les contenus, et forcément après les priorisations, les métiers des uns et des autres. Donc, faudra voir en fonction des technologies qui sortiront, comment on va pouvoir s'adapter à tout ça. Mais c'est compliqué de prévoir actuellement, je trouve. Pas toi? Tu trouves pas? Moi, je pense que c'est pas compliqué à prévoir. Actuellement, c'est toujours trop compliqué à prévoir. Enfin, je Oui. sais que j'avais acheté des appartes et je me rappelle, je l'ai toujours en tête cette situation où j'avais mon banquier physique qui me dit non, donc je lui expliquais que je voulais garder ma banque en ligne parce que j'avais des notifs instantanés quand je payais avec ma carte bancaire et que c'est quand même plutôt chouette pour éviter les surprises. Tu vois, c'est juste, même au niveau sécurité, c'est pas mal. Et il me disait, ok, allez, j'accepte que tu gardes ton compte comme celui-là comme principal, mais de toute façon, les banques en ligne, ça a aucun avenir. Le futur, c'est les banques physiques. Et là, tu te dis, encore un visionnaire, quoi. Et ça, c'était quand même il y a un petit moment déjà. Et en fait, j'ai un peu l'impression que là, c'est super compliqué, mais ça l'a toujours été. L'idée, c'est de rester attentif, curieux. Et vu que je pense que le SEO, c'est quand même une des compétences principales. Et sur les dernières années, on l'a déjà eu, c'est l'adaptabilité. Google, déjà, s'amuse bien quotidiennement et de plus en plus fréquemment à nous faire des petites surprises, à des petits changements. Et du coup, on prend des paris, on voit ce que ça donne sur une black box où on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On est content avec les Google Leaks, ça nous a donné quelques tuyaux principaux, mais in fine, on fait des tests et on voit ce que ça nous donne en résultat. Et une des compétences principales d'un bon SEO, je pense qu'il y a l'adaptabilité. Et est-ce que ça, c'est pas la meilleure curiosité plus adaptabilité, la meilleure compétence pour surfer les prochaines opportunités, les prochains canaux d'acquisition qu'on pourra avoir? Probablement. Mais enfin, je suis complètement d'accord avec toi. On le voit que les réseaux sociaux deviennent des moteurs de recherche. Enfin, concrètement, si tu as une loupe quelque part sur un site, bah, tu peux faire du SEO, quoi. C'est ça. Et c'est dommage qu'on n'en ait pas assez parlé parce que tu vois, même sur Windows, Mac ou ce que tu veux, tu recharges bien tes fichiers, tes applications pour les ouvrir, etc. parfois, et c'est le même fonctionnement. Et en fait, quand tu connais un truc aussi complexe que Google, quand même sur le bout des doigts, on arrive à faire ranker les sites, faut pas oublier. Comment tu peux pas t'adapter aux règles? Je veux dire, ils sont beaucoup moins complexes. Tu prends TikTok, ça m'a pris 2 à 3 semaines pour comprendre à peu près comment ça fonctionne. Et après, en fait, c'est du test. Et la différence, on va dire, avec un Google, c'est qu'il y a des tendances qui sont quand même vachement particulières. Et tu as des principes, en fait, des réseaux sociaux qui sont appliqués alors que c'est un moteur de recherche. Quand même un peu façon, je te montre, tu sais, façon comportementale, tu vois. T'as demandé ça, parce que tout le monde a tout demandé ça, je te demande ça, tu vois. Et c'est là où ça te perturbe un petit peu, mais après, non, sur la logique, après, c'est juste du test, en fait. YouTube, Ouais, c'est pareil, hein, même tu prends toutes les formations YouTube du monde, elles vont toutes te dire des choses
qui rejoignent un peu ce qu'on dit en SEO Google, de bien remplir les champs et puis d'avoir quelque chose d'attractif, ton contenu bien structuré, tout ce que tu veux. Toujours une partie technique, partie contenu, partie popularité en fait. Mais c'est vraiment les tests en fait qui font chier. Les gens qui font vraiment du YouTube au quotidien, c'est des tendances par rapport au thumbnail, des tendances par rapport au titre, des tendances par rapport à X ou Y chose, parfois aussi du fake trafic, ça s'est vu, et des fake commentaires ou ce que tu veux. Bah, on tente, placat, watat, toujours le même game quoi. C'est effectivement le sujet où tu te dis, ouais, mais en fait, il suffit d'appliquer une checklist, mais tu le vois dans les recettes, dans la cuisine. Si tu fais juste une recette sans avoir l'âme de chef, bah, ça aura pas le même goût que bien regarder Top Chef avec ma compagne. Je pense que ça a quand même meilleur goût ce qu'ils font avec justement leur expérience, leur expertise, que même si tu répliques la recette toi-même à la maison sans ce savoir-faire. Bah, c'est la même chose partout, sur YouTube, sur Google. C'est avoir les bons outils, avoir les bonnes méthodes, c'est bien, mais avoir ton expérience, ton expertise, l'expérience et l'expertise d'un expert, c'est quand même ça qui fait aussi la différence entre juste quelque chose d'appliqué scolairement et quelque chose qui va vraiment marcher, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une histoire aussi de personnalité, mine de rien. Parfois, on est un peu plus fait pour certaines choses et pour d'autres. Je pense qu'il faut pas trop forcer, parfois. Mais mine de rien, peut-être faire un peu d'exercice, tu vois, pour s'entraîner à progresser sur certains éléments, tu vois, essayer d'interconnecter certains éléments ensemble, essayer d'avoir une vue plus vue d'ensemble à des moments, plus micro, tu vois, à d'autres moments. Je pense que travailler, tu vois, c'est son œil, un peu critique, comment penser les choses, penser outside the box, tu vois. Je pense que c'est intéressant. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément. Il y a même des fois, tu vois, je vais penser à un tout autre domaine qui va me permettre d'avancer sur un sujet du SEO. Et puis, bah, ça m'aide. Mais c'est pas donné à tout le monde de le faire. Je veux dire, il y a des gens, ils sont juste dans j'applique et puis basta. Mais dans ce cas, est-ce que tu es consultant? Est-ce que tu n'es pas opérationnel plutôt à la place? C'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense, quand on est professionnel, pour essayer que le meilleur de nous-mêmes aille pour une bonne prestation pour le client. Tu vois. Ouais. Il y en a, ils se forcent trop et puis en fait, ils le font mal. Puis ça donne pas de résultat. Puis après, bon, bah, ils arrêtent parce qu'ils sont déprimés. C'est dommage. Je pense que tu as une belle équation aussi entre ça et la responsabilité aussi du client d'appliquer, parce que moi, j'ai de ma carrière de consultant, j'ai vu quelques clients où tu leur fais des recos, tu fais des tests, tu as des beaux résultats et après ça prend 6 mois ou alors c'est pas appliqué du tout. Et il est de notre responsabilité de le faire appliquer, mais c'est dommage aussi quand le client, soit pour des questions hiérarchiques, de gouvernance, de flemme, l'applique pas. Et moi je sais que là où je prends le plus de plaisir avec des clients et où j'ai les meilleurs résultats, c'est quand le client a confiance et donc laisse le champ libre pour agir, ou alors il est vraiment très impliqué et donc ça peut avancer, quoi. Tout à fait, totalement d'accord avec toi. Est-ce que ça fait un moment qu'on parle? Vous pourrez retrouver un résumé de cette interview en description. Il suffit que vous cliquez sur le lien et vous aurez le résumé des points essentiels qu'on s'est dit aujourd'hui et aussi des interviews précédentes et à venir. Est-ce que avant qu'on se quitte, Thomas, tu as un dernier point dont tu veux parler? Parce qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses. Pas spécialement. Après, si tu veux en prendre vraiment un, si on parlait un petit peu du monde de la rédaction, parce que là, j'ai beaucoup de sons de cloche qui me viennent à l'esprit. Il y a des gens qui sont toujours en mode manuel, totalement manuel. Il y en a qui sont un petit peu augmentés, comme tu aimes bien ce terme, je le réutilise du coup. C'est un super terme, ça. Super terme. Il y en a qui sont un petit peu augmentés par l'IA, et d'autres ils sont augmentés par des outils non IA mais qui proposent des informations, et puis il y en a ils sont totalement passés à l'IA. Et moi simplement ce que je voulais dire, c'est la rédaction, ça a été pénible pendant longtemps pour beaucoup de gens. Ça a été plutôt des tâches, des travaux, on va dire, pour ramener de l'argent, alimentaire même parfois. Je pense que c'est important que les gens comprennent que l'IA peut faire le mal, peut faire aussi le bien, et que c'est important que les gens s'y mettent, commencent à comprendre comment ça fonctionne. Après, on ne pourra pas tout remplacer, mais que ce soit un outil, voilà, notre clavier finalement, notre outil de mise en forme, notre outil pour compléter, faire sa recherche d'informations, faire des choses comme ça, voilà, je pense que c'est plutôt intéressant. Et je parle pour les rédacteurs, mais je parle en fait finalement pour tout le monde. J'ai pris les rédacteurs parce que ça parle à beaucoup de gens et je sais que les rédacteurs sont très critiques en ce moment là-dessus. Mais vous payez quasiment le même prix pour des textes IA et ça marche très bien et ça sera juste de meilleure qualité, ça sera plus long, ça sera mieux mis en forme, etc., etc. Et voilà. On ne peut pas l'éviter. Donc, à part si demain tout se casse la gueule et qu'Internet se coupe, ou que les abonnements de ChatGPT finalement coûtent 1 500 € par mois, je ne pense pas que ça arrêté de sitôt, quoi. Donc, je pense que ça peut même pas, enfin tu vois, avec même ces biais-là, ça peut pas s'arrêter parce que le monde a quand même changé. C'est un peu comme tu as goûté à l'électricité, tu as goûté à Internet, tu as goûté à l'IA, tu as des comportements au quotidien à changer. Dans le développement de mes outils, je m'en sers, à la fois en termes de programmation, en termes de communication. Dans ma réflexion perso et pro, je
je m'en sers. Et si un jour ChatGPT me met 1500 € d'abonnement, probablement que la valeur que j'en tire est toujours au-dessus. Et donc peut-être que j'en serai quand même client. Et en fait, s'ils mettent un prix qui est délirant par rapport à justement la valeur que je peux en tirer, il y a quand même une dynamique de R&D sur ce sujet-là qui fait que maintenant, tu as des modèles qui tournent en local, qui sont pas forcément aussi performants, mais tu vois, je suis assez fan du projet d'Apple qui n'est pas encore vraiment réalisé, mais de dire que l'IA tourne en local. Et en fait, là, tu peux déjà faire tourner des LLM sur ton ordinateur si tu as une carte graphique relativement assez raisonnable. Oui, Et donc, même en fait, avec les Apple, là, les nouveaux, là, ils sont ouais, bien. c'est Hein. ça. Ça ne disparaîtra plus. Comme pour toutes les technologies, tu vas avoir une courbe tu sais, la courbe de Gartner où tu as un hype énorme, désillusion, puis après adoption progressive. C'est un peu, ça va être ça pour tout. Mais on avait déjà eu une ère de l'IA, je crois que c'était il y a 10 ou 20 ans. Et là, on a une nouvelle et juste les choses s'intègrent dans notre quotidien. Et en fait, il y a plein d'usages où on voit plus l'IA. Mais elle est déjà intégrée dans le quotidien, dans le fond d'une technologie qui nous sert au quotidien, quoi. Oui, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, voilà, si tu voulais parler d'un dernier sujet, c'était ça. Vraiment, il faut vous mettre aux échecs. Je joue pas aux échecs, hein, mais il faut anticiper là. Un petit peu quand même, parce que le futur, ça va être des trucs comme ça. Et si vous y mettiez pas maintenant, vous n'avez pas votre boulot. En fait, vous allez devoir en faire un autre. Et si vous aimez bien votre boulot, il faut vous intéresser à nos choses nouvelles. Il faut pas être dans la réaction épidermique face à une nouvelle technologie qui est en plus formidable et qui permet d'éviter certaines pénibilités. Même si ça cause beaucoup de problèmes sur certains aspects, j'entends, je pense que quand même, il faut essayer de voir comment faire avec. Je pense que le sujet, c'est la curiosité et tester des choses et peut-être aussi une question d'exigence et de qualité où soit tu vas avoir une radicalisation de soit tu pars sur de l'extrême low cost, soit tu pars sur de l'extrême haut de gamme, mais le mix hybride de ça coûte cher mais c'est pas fou. Peut-être que celui-là, il va disparaître comme pour les classes moyennes. Tout le fait, dans tous les éléments, tu as une polarisation. Et du coup, la question, c'est est-ce que tu peux arriver à choisir un côté du pas cher ou du très premium? Totalement. Thomas, merci beaucoup pour cette discussion. Il vous reste 2 choses à faire avant de partir. Vous trouvez en description le lien pour télécharger le résumé de des 5 points essentiels de cette discussion. Et surtout, vous abonner à cette chaîne YouTube parce que ça vous permettra d'avoir la notification des prochaines interviews, des prochaines vidéos que je vais faire. J'en fais une par semaine. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez aller plus loin sur un des sujets, on se fera un plaisir, Thomas et moi, d'y répondre et de pouvoir échanger avec vous. C'est commentaires, partagez. Mettez un like, un commentaire et abonnez-vous. Merci beaucoup Thomas, merci à vous et je vous dis à très vite. Merci Amaury, à bientôt.